Bonsoir Monsieur Fabre. Bonsoir. Vous êtes dans votre beau domaine de Rochelière, quel joli nom d'ailleurs, à Fitou, dans le département de l'Aude. Cela pourrait nous inciter à une forme de rêverie sympathique. Pourtant, il y a une situation qui est compliquée à gérer pour le monde de la vigne aujourd'hui. Les mois de confinement qui ont entraîné une grave crise économique. On évoque 60% de perte de chiffre d'affaires pour les vignerons français. Plus cette sécheresse endémique qui vous oblige à entamer des vendanges très très précocement cette année. Votre secteur souffre, mais votre secteur, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir ce soir au téléphone, est un secteur qui a survécu depuis des millénaires en Méditerranée à toutes les crises, j'allais dire, Jean-Marie Fabre. Oui, effectivement, c'est un secteur qui est résilient, c'est aussi un secteur qui a su s'adapter, et c'est aussi un secteur qui fait preuve de modernité tout en étant encore un secteur très traditionnel. Donc cette crise-là, si particulière, sanitaire au départ, mais qui par sa configuration, et notamment la fermeture de la quasi-totalité de nos réseaux de distribution, engendre une crise économique. Voilà, une rupture de commercialisation a forcément des conséquences sur la trésorerie, la disponibilité et forcément l'avenir de notre commercialisation. Vous êtes inquiet pour vos collègues à court terme. J'évoquais tout à l'heure les chiffres, 60 milliards de chiffre d'affaires, le secteur du vin en France, 700 000 emplois, c'est le deuxième poste de la balance commerciale. Et j'évoquais donc ce chiffre de, en moyenne, puisqu'il y a des situations très hétérogènes, 60% de perte de chiffre d'affaires ces 3 derniers mois. Oui, c'est exact, c'est conséquent, 60% de perte de chiffre d'affaires, avec en face, malheureusement pour nous, l'incapacité d'utiliser tous les leviers qui ont été mis en place par le gouvernement. Je pense notamment au chômage technique et partiel, parce que notre activité n'a pas pu s'arrêter. La vigne, elle, suit le cycle du vivant, du végétal, et donc on n'a pas pu lui dire, écoute, il faut que tu t'arrêtes, on va toi aussi te confiner, tu reprendras plus tard. Donc il a fallu faire face à nos charges, payer la totalité de nos salaires. Vous l'avez dit, 700 000 emplois directs, c'est un des secteurs majeurs de l'économie des territoires, des 66 départements viticoles français. Et c'est une activité qui n'a pas pu s'arrêter. Et donc, on a dû faire face à nos charges, à ces 4,5 milliards de salaires qu'il a fallu verser, alors qu'en face, nous étions privés de plus de 60% de notre recette commerciale. Comment est-ce que vous comptez économiquement, et on parlera après du produit lui-même, organiser ce rebond et pouvoir rebondir demain ? Bon, ça passe par plusieurs leviers, vous vous en doutez bien, il n'y a pas de recette miracle. Et puis chaque secteur, chaque entreprise, en fonction de son réseau commercial, est impacté différemment. Donc la première chose d'abord, c'est qu'on souhaite que la commercialisation en France, mais aussi dans tous nos pays d'export puissent se reprendre rapidement avec un niveau de commercialisation identique à celui que nous connaissions avant l'épisode sanitaire. Je pense qu'après, il faut être très offensif et je crois que la France doit être très ambitieuse sur sa capacité à accompagner et à booster la relance commerciale de ce secteur dont, vous l'avez rappelé, il est le second du poste excédentaire commercial français, 12 milliards d'euros, derrière l'aéronautique. Et je pense qu'il faut donc fixer un cap très fort pour que l'ensemble de la diplomatie et du commerce extérieur fasse de l'enjeu de la relance commerciale du secteur du vin un de ses enjeux prioritaires. Ça veut dire quoi ? Ensuite, vous attendez une meilleure communication, un soutien aux exportations, concrètement, de quel geste vous avez besoin demain pour cette relance que vous évoquez ? Oh, c'est même pas un geste, je pense que c'est un véritable plan Marshall. Vous savez, quand on a l'ambition de se dire nos secteurs de compétitivité doivent retrouver leur performance. En France, il y a quelques secteurs de compétitivité, dont le vin et la filière vin et spiritueux, qui est la seconde. Donc je crois qu'il faut effectivement donner des consignes, avoir l'ambition à la fois financière de soutien aux exportateurs. Je pense notamment à la compensation sur les fameuses taxes Trump qui ont pénalisé notre secteur d'activité depuis maintenant 6 mois. Mais il faut aussi donner comme mission très forte de reconquérir ou de conquérir de nouvelles parts de marché. Ça passe aussi parfois par des accords commerciaux, des accords politiques. Vous savez comme moi qu'on est très proche du Brexit et le Royaume-Uni, c'est le premier marché en volume pour notre pays. Mais il y a aussi des accords commerciaux qui doivent être passés en Asie. Des concurrents majeurs de l'hémisphère sud, l'Argentine, le Chili, l'Australie, ont un accès direct, sans frais de douane, sur ce marché chinois, qui est aussi un marché en fort développement. Il faut que la France ait la même ambition et bataille de la même manière, politiquement, pour obtenir, sur
la grille de départ, les mêmes conditions, les mêmes règles du jeu, si on veut que ce secteur-là soit encore un secteur très performant pour notre pays. Alors on l'a compris, donc cette bataille commerciale qui doit s'engager, sur laquelle vous espérez être soutenu dans les futurs accords commerciaux qui seront passés avec les pays. Je voulais évoquer avec vous, et j'en parlais tout à l'heure également, cette sécheresse qui vient encore compliquer le travail, même si parfois le vin a besoin de cette chaleur et que généralement les années de grande sécheresse donnent de bons crus. En termes de rendement, c'est peut-être un petit peu moins bon. Nous étions hier, Jean-Marie Fabre, avec une ingénieure hydrologue. Vous êtes inquiet de l'évolution et de la sécheresse des sols français, qui n'est pas seulement une sécheresse de surface, mais qui est une sécheresse hydrologique également? Oui, on voit bien que le changement climatique est là. Il ne faut pas être grand spécialiste pour cela, il y a des gens qui sont experts. On voit bien que ça a des conséquences sur la typologie de nos vins, mais aussi sur la capacité à maintenir une production qualitative. Parce qu'effectivement, la production volumique qui peut parfois évoluer d'un millésime à l'autre, j'allais dire celle-là, on peut y faire face. Par contre, lorsque la sécheresse induit derrière un décrochage physiologique de la plante, ça veut dire in fine l'incapacité à produire avec un niveau qualitatif maximum. Et ça peut être inquiétant. Donc il faut aujourd'hui faire face à cet enjeu-là, qui est un enjeu de changement climatique. Et ça passera forcément par 2-3 sujets qu'on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas, ne plus regarder en face. Le premier, c'est la gestion de l'eau. Vous l'avez évoqué, effectivement. Nous avons un pays dans lequel, et surtout dans le pourtour méditerranéen, de PACA à Occitanie, mais c'est valable aussi en Val-de-Loire ou sur la côte aquitaine, où parfois on a beaucoup d'eau, de pluviométrie sur les périodes hivernales ou de printemps, de l'eau qui parfois est perdue, qui va directement dans les océans ou en Méditerranée, qu'on est incapable de stocker, de mobiliser. Et si on veut maintenir une vie à la fois agronomique, une vie économique sur ces territoires, il va falloir qu'on soit en capacité de gérer cette eau qui à un moment donné passe sans Ce qui qu'on pose puisse la parfois stocker. des problèmes, on l'évoquait hier avec les fameuses bassines ou réserves d'eau que certains écologistes dans certaines régions contestent, estimant que les nappes phréatiques à terme seraient atteintes. Première chose, donc travail sur l'eau, et allez-y, 1 ou 2 pistes importantes, il nous reste quelques secondes avec vous, Jean-Marie Fabre. Alors il y a un vrai travail aussi sur les modes de culture, je crois qu'il y a beaucoup de travail qui sont lancés selon les régions, je pense au paillage, je pense à des modes de culture qui peuvent aussi permettre à la plante d'utiliser une eau qui a été moins consommée ou en tout cas moins évaporée. Le paillage, vous disiez, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors un paillage naturel, vous savez, on laisse pousser de l'herbe et puis après on la fauche à des moments qui permet de capter, de fixer de l'eau dans le sol. Et puis il y a permettre aussi à la vigne de mieux s'exprimer, ouais. de mieux s'exprimer. Puis il y a aussi toute la recherche sur les cépages résistants qui parfois peuvent être moins consommateurs, moins évaporateurs d'eau. Mais je reviendrai quand même sur le fait des retenues collinaires parce que je crois que ça a 3 aspects importants. D'abord, ça lutte parfois contre des vies humaines. Moi, je suis dans une région qui a payé un lourd tribut, notamment en 2018 et 2019. Des grosses inondations, vous êtes dans le département de l'Aude, je rappelle, ouais. Exactement. Il y a aussi toute la partie environnementale et écologique parce que une fois que ces inondations ont lieu, il y a parfois des bouleversements terribles en bordure des cours d'eau et parfois cette faune qu'on a voulu protéger, elle se retrouve au milieu de la Méditerranée. Et puis enfin, il y a la gestion de l'eau pour l'utilisation et urbaine et agronomique. Et dites-vous bien que moi je suis proche de l'Espagne et des régions comme le Priorat, le Penedès, l'Emporda ont réutilisé grâce aux retenues collinaires les surfaces agricoles qu'ils n'utilisaient plus ça fonctionne pour la culture de l'olivier et de la vigne. Eh bien, nous retiendrons cette leçon. Merci beaucoup, Jean-Marie Fabre, d'avoir été aussi pédagogue.